On the Way to a Smile, Final Fantasy VII. Midgar offrait deux types de paysages. Loin, au-dessus du sol, la ville d'en haut reposait sur une plaque d'acier, elle-même soutenue par de hauts piliers. Dans son ombre s'étendaient les taudis, chaotiques, mais pleins de vie. Ce monde de contraste avait été bâti par une entreprise nommée la Shinra, et chacun le croyait éternel. 4 ans plus tôt, lorsque la rivière de la vie avait jailli de terre, un grand nombre des habitants de Midgar s'étaient imaginé que leur ville allait être détruite. Ils fuirent ces rues, abandonnant tous leurs biens, excepté ce qu'ils avaient sur eux, mais ne purent se résoudre à s'éloigner de cette cité d'acier. S'ils restaient dans ces parages, peut-être pourraient-ils encore rêver de jours prospères. Ainsi naquit Edge, ville blottie contre Midgar. La rue principale d'Edge naissait à la limite entre le secteur 3 et 4 de Midgar pour s'étirer en ligne droite vers l'est. De loin, elle semblait magnifique. Pourtant, la plupart des bâtiments avaient été construits à l'aide de matériaux récupérés dans les ruines de la capitale. L'endroit sentait le fer et la rouille. Johnny, un jeune homme à l'impressionnante coiffure banane, style rare de nos jours, tenait un café dans l'artère principale. Sa boutique se résumait à quelques tables et chaises installées sur un terrain vague, et à une baraque qui lui permettait de cuisiner des plats simples. L'endroit s'appelait le ciel de Johnny, en hommage au 7e ciel, un bar du secteur 7 de Midgar où travaillait autrefois Tifa, la jeune fille dont Johnny était amoureux. Peu de temps après la destruction du secteur 7 et du café, Tifa avait ouvert un nouveau 7e ciel à Edge. À l'époque, Johnny, comme beaucoup d'autres habitants, se sentait incapable de choisir une voie à suivre. La force de caractère de Tifa l'avait impressionné. La femme, à qui il vouait jusque-là un amour malheureux, était tout simplement devenue son modèle. « Moi aussi je vais vivre comme Tifa », s'était dit Johnny. « Je vais faire comme elle, ouvrir un commerce, redonner espoir à ceux qui sont perdus. » Voilà comment était né le ciel de Johnny. À force d'entendre de sa bouche le récit de cette renaissance, ses clients finissaient toujours par vouloir rencontrer la fameuse Tifa. Ils se rendaient donc au 7e ciel, où ils prenaient vite leurs habitudes. Aveugle à ce manège, Johnny demeurait à son poste 6 jours sur 7, impatient de raconter son histoire d'amour et d'espoir à un nouvel auditoire. Ce jour-là, justement, un client approchait. Ce n'était encore qu'un enfant. C'est rare de croiser un gamin seul. Mais on dirait Denzel. Pour Johnny, ce garçon était spécial. Il faisait partie de la famille de Tifa. Le barman décida de se mettre en 4 pour offrir à son jeune visiteur un service irréprochable. « Bonjour Denzel !» s'exclama-t-il avec un hochement de tête. Sans succès. Après un bref regard, le garçon choisit de s'asseoir à la table la plus éloignée du comptoir. « Tu peux t'installer plus près, tu sais ?»« Non, j'attends quelqu'un. » « Tiens, un rendez-vous galant à son âge ? Bah, pourquoi pas. Je vais garder un œil sur lui. Ça fait partie du boulot. Et ce n'est pas n'importe quel client après tout. »« Une fille ? On croise les doigts ? Un café ?» Il m'ignore. Oh, il est peut-être gêné. « Si tu ne sais pas quoi lui dire, fais-moi signe. Je peux te suggérer des sujets de conversation, par exemple... » Denzel se leva d'un bond. Je suis allé trop loin. S'inquiéta Johnny en le dévisageant. Mais le jeune garçon fixait des yeux la limite du terrain occupé par le café. Un homme au visage ovale, vêtu d'un costume sombre, se tenait là. « Bonjour !» lança le barman qui baissa aussitôt les yeux. Rive, un ancien cadre de la Shinra, aujourd'hui à la tête de la WRO. Johnny le voyait de près pour la première fois. L'homme jouissait d'une réputation de charognard. Mais qu'est-ce qu'un type pareil vient faire dans mon café ? Sur ses gardes, Rive passait l'endroit en revue. Certainement une habitude. Il se dirigea vers la table de Denzel où il prit place. En un éclair, Johnny comprit ce qui se tramait. La WRO recrutait. Rive voulait enrôler le garçon dans sa milice. Johnny devait l'en empêcher. Si ça se produit dans mon établissement, je ne pourrai plus jamais regarder Tifa en face. Bien décidé à s'interposer, il toisa l'homme d'un air furibond. Ce dernier lui décocha un doux sourire. « Je prendrai un café. » Son aura est incroyable. « À vos ordres !» balbutia Johnny au garde à vous, avant de regagner à la hâte son comptoir. Quel adversaire redoutable. Surpris de voir le chef de la WRO se déplacer en personne, Denzel restait planté là. Il semblait avoir avalé sa langue. « Assieds-toi. »
À ces mots, le garçon reprit ses esprits et s'exécuta sur le champ. « Bien, Denzel, je suis pressé, alors ne perdons pas de temps. » commença Rive d'un ton calme. « Je te préviens, les choses ont changé. L'époque où nous acceptions n'importe quel candidat est révolue. Si ton objectif est de participer à la reconstruction en tant que bénévole, prends contact avec ton responsable de secteur. Désormais, la WRO est un groupe armé. » « Je sais, j'ai conscience des risques. »« Conscience des risques, tu m'en diras tant. Bon, je t'écoute, ton expérience d'abord. »« Mon expérience ? Mais je n'ai que 10 ans. » »« Certes, mais 10 ans d'expérience, donc. » Denzel était le fils unique d'Abel, consciencieux employé du département numéro 3 de la Shinra, et de Chloé, jeune femme avenante qui s'occupait admirablement bien de son foyer. Tous trois habitaient un logement de fonction, sur la plaque, dans le secteur 7 de Midgar. Abel, originaire d'un village pauvre de province, était content d'avoir fondé une famille dans la Villotte. Cependant, persuadé qu'il faut toujours avoir un but dans la vie, il s'était fixé un nouvel objectif. Emménager dans la zone résidentielle réservée aux cadres, dans le secteur 5. Un jour, alors que Denzel allait avoir 7 ans, Abel fut promis au poste de directeur. Il pouvait donc rejoindre le quartier tant convoité. Mère et fils avaient préparé une petite fête pour l'occasion. Et ce soir-là, un repas d'exception et décoration enfantine accueillirent le maître de maison à son retour du travail. Le dîner se déroula dans une très bonne ambiance. Abel était d'excellente humeur, et entre deux plaisanteries, le garçonnet l'écouta lui parler de sa vie. « Tu sais, tu as de la chance d'être mon fils, Denzel. Si tu étais né dans les taudis, au lieu de poulet, tu mangerais du rat. »« Il n'y a pas de poulet en bas ?»« Si, mais les gens sont trop pauvres pour en acheter. Ils n'ont pas le choix, ils attrapent des rats à l'aide de pics, des rats gris et sales. Berk, je parie qu'ils ont un goût horrible. »« Eh bien, tu peux peut-être nous le dire ?» demanda Abel un clin d'œil en direction de sa femme. « Oui, Denzel, tu as trouvé ça comment ?» renchérit Chloé avec un geste vers l'assiette du garçon. Inquiet, Denzel contempla tour à tour le visage de ses parents et son plat. Tête baissée, Abel se retenait de pouffer. Denzel se souvint de l'expression favorite de sa mère. « Une vie sans rire n'a pas de sens. Une blague, c'est une blague. » N'importe quoi. Drôle de parents, hein. Bah, ils aimaient plaisanter, voilà tout. Et pour être honnête, ça me plaisait de me faire taquiner. Pour information, à ma connaissance, on ne mangeait pas de rats dans les taudis, même s'ils avaient été comestibles, ce qui, à l'époque, n'était pas garanti. Je sais bien. Ah, dois-je comprendre que... c'est une longue histoire. Ce jour-là, Denzel était seul à la maison, quand la sonnerie du téléphone retentit. Au bout du fil, son père. « Où est ta mère ?» Il semblait furieux. « Elle est sortie faire les courses. »« Qu'elle m'appelle en rentrant. Non, laisse tomber, je la rappellerai. » Le garçon comprit que son père avait un problème. Inquiet mais impuissant, il s'installa devant la télévision pour attendre. Sur l'écran défilaient des images du réacteur numéro 1, qu'un groupe terroriste nommé Avalanche avait fait exploser quelques jours auparavant. À cause d'eux, papa a plein de travail. C'est pour ça qu'il est énervé. Ce n'est pas de notre faute à maman et moi. 1 heure plus tard, ce n'est pas Chloé mais son père qui rentra. « Ta mère est là ?»« Non, elle est toujours pas revenue. Je vais la chercher. » Aussitôt, il repartit. Denzel sur les talons. Ils ne tardèrent pas à apercevoir Chloé dans une boucherie de la rue commerçante. Elle bavardait joyeusement avec le propriétaire. « Reste là !» ordonna Abel avant de pénétrer dans la boutique. Sans même un mot, il attrapa sa femme par le poignet et ressortit en l'entraînant à sa suite. Aux protestations de sa mère, Denzel sentit son cœur se serrer. « Lâche-moi! Qu'est-ce que ça veut dire ?» Abel balaya les environs du regard avant de répondre à voix basse. « Le secteur 7 va s'effondrer. On doit tout de suite filer se réfugier dans notre nouveau logement du secteur 5. » S'effondrer ? Ceux qui ont fait exploser le réacteur numéro 1 vont maintenant s'en prendre à notre quartier. Denzel scrutait les visages de ses parents. Ils n'avaient pas l'air de plaisanter. « C'est vrai cette histoire, papa ?» demanda-t-il leur saisissant tous les deux la main. « Dépêchons-nous alors !» Ni l'un ni l'autre ne bougèrent. « On ne peut pas s'enfuir seul, il faut prévenir nos voisins et nos amis, » dit sa mère. « On n'a pas le temps, Chloé. Et puis cette information est absolument confidentielle. J'enfreins déjà les règles pour vous, alors que je viens d'être nommé directeur. » Elle secoua la tête avec impatience avant de se tourner vers son fils. « Suis, papa, je vous rejoins vite. Tout ira bien, je te le promets. » Elle étreignit sa main très fort avant de s'éloigner au pas de course. « Attends, Chloé !» Abel s'élança à la poursuite de sa femme, mais s'arrêta après quelques pas. Denzel sentit sa gorge se nouer en voyant la douleur tordre le visage de son père. Il veut la suivre, mais il ne peut pas à cause de moi. Allez, Denzel, direction le secteur 5.
Non, on va avec maman. Ne t'inquiète pas, elle s'en sortira. Elle est un peu la boussole morale de la famille, tu sais. À la frontière entre les secteurs 7 et 6, un jeune homme traînait derrière lui une lourde valise. Cravate desserrée, chemise déboutonnée, il venait de toute évidence de sortir en hâte de chez lui. Le visage aux traits réguliers déformé par l'angoisse. Indifférent à sa tenue, il paraissait très pressé. « Arkham !» le héla Abel. Le jeune homme accourut. « Vous êtes encore là, monsieur le directeur ? L'opération a déjà commencé et les Turcs ont presque fini de poser la bombe. Je le sais, c'est un camarade de promo qui a préparé les véhicules. » À force d'entendre parler de la Shinra depuis l'enfance, Denzel connaissait la structure de l'entreprise sur le bout des doigts. C'est aux Turcs que revenait toujours le sale boulot. Mais pourquoi ferait-il exploser le secteur 7 ? Appartenait-il à Avalanche ? Les yeux rivés au sol, l'enfant se creusait la cervelle pour comprendre la conversation des adultes. Lorsqu'il sentit le regard de son père sur lui, il leva la tête. « Tu peux emmener le petit au secteur 5 à Arkham ? Il ne te causera aucun souci. »« Non !» s'écria l'intéressé. « Je vais chercher maman, Denzel. Toi, tu suis ce monsieur. »« Non, je veux t'accompagner. »« Je peux compter sur toi, Arkham ? » ?»« Bien sûr, monsieur le directeur. » Notre logement est au 38 de la zone résidentielle du secteur 5. Puis, se retournant vers son fils, « Je te confie la clé, Denzel. » À ces mots, Abel sortit de la poche intérieure de sa veste un trousseau qu'il fourra de force dans la main du garçon. « Papa, tu verras, j'ai acheté une grande télé et tu pourras la regarder en nous attendant. » Avant de repartir à toutes jambes vers le secteur 7, Abel ébouriffa les cheveux de son fils et le poussa légèrement en direction d'Arkham. Déséquilibré, le garçonnet serait tombé sans l'aide de son nouveau compagnon de route. « Bon petit, on y va. Je m'appelle Arkham, je travaille pour ton père. » Denzel tenta de se lancer à la poursuite d'Abel. Le jeune homme lui barra aussitôt le passage. « J'imagine ce que tu ressens, mais j'ai des ordres, désolé. Direction le secteur 5. Après, tu seras libre de faire ce que tu veux, ok ?» Ils trouvèrent la nouvelle maison au milieu d'une rangée de bâtisses identiques dans le quartier résidentiel. À l'intérieur, un grand carton de téléviseur, et rien d'autre. Arkham sortit l'appareil de son emballage et le brancha. Ensemble, ils regardèrent les informations. Les images du réacteur détruit défilaient toujours en boucle. Le garçon se demandait quand le jeune homme allait se décider à partir. « J'ai faim. »« D'accord, je vais acheter à manger, » soupira son compagnon. À ce moment-là, la maison entière frémit et un craquement formidable retentit. Lorsque Arkham ouvrit la porte, il entendit un hurlement de métal froissé. « Ne bouge pas d'ici !» lui intima-t-il avant de sortir. Denzel s'apprêtait à lui emboîter le pas quand une voix à la télévision retint son attention. « Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. » Les images d'une zone résidentielle en train de s'effondrer se succédèrent. L'enfant mit quelques secondes à comprendre qu'il s'agissait du quartier où il se trouvait encore quelques heures plus tôt avec ses parents. Sur l'écran, les rues disparurent. La voix d'un présentateur annonça « Voici l'état actuel du secteur 7. » Il n'y avait plus rien. Le secteur 7 s'était volatilisé. Denzel quitta en trombe la maison. Dans la rue, le chaos régnait. Le garçon se fraya un chemin au milieu d'une foule paniquée qui fuyait en hurlant que le secteur 5 était le suivant sur la liste. Il parvint bientôt hors d'haleine au bout du secteur 6. Un bataillon de soldats y érigeait des barrières de protection. Il s'approcha du barrage installé à la va-vite et tenta d'apercevoir le secteur 7. On aurait dit que rien ne s'était jamais élevé à cet endroit. S'il plissait les yeux, Denzel pouvait distinguer au loin le secteur 8 et la partie qui le connectait autrefois à la plaque du secteur 7. « Ne reste pas là, c'est dangereux !» l'interpella un soldat. « Où est-ce que tu habites ?» Sans un mot, le garçon pointa le doigt vers le vide. « Ah, navré mon garçon. Où sont tes parents ?» Une fois de plus, il désigna l'espace autrefois occupé par le secteur 7. « C'est le travail d'Avalanche, » répond le soldat avec un profond soupir. « Ne l'oublie jamais. Quand tu seras grand, tu pourras te venger. Allez, déguerpis. » Et d'une petite pression dans le dos, il le repoussa vers le secteur 6. Abasourdi, Denzel se remit en marche. Les appels des badauds et des réfugiés résonnaient tout autour de lui. « On va où maintenant ? On ne craint rien ici, papa ? Maman ! Ces ordures d'Avalanche, ils me le paieront ! Mais que fait la Shinra ? Papa, maman, où êtes-vous » Parmi toutes ces voix, une en particulier le poursuivait. Les lamentations pitoyables d'un enfant. Lorsqu'il reconnut ses propres cris, il s'arrêta, incapable de faire un pas de plus. Puis il éclata en sanglots. La Shinra était bien coupable ? Rive détourna les yeux, comme s'il se refusait à laisser paraître la moindre émotion. « Oui, tu peux te venger sur moi si tu veux. » Denzel secoua la tête. Le lendemain, il se réveilla dans la nouvelle maison du secteur 5.
Il avait dormi sur un matelas qui, la veille, n'était pas là. À son chevet, il trouva un petit pain accompagné d'un mot. « Je suis au bureau, je viendrai de temps en temps voir comment tu vas. Ne t'éloigne pas trop. Tout le monde est sur les nerfs, les rues ne sont pas sûres. J'ai eu du mal à te retrouver et tu es plutôt lourd. PS, j'ai emprunté le matelas au voisin. Pense à le rendre. Arkham. » Ce matin-là, la télévision diffusa les images de la chute du secteur 7, encore et encore. Denzel entendit un nombre incalculable de fois la même annonce de la Shinra. Midgar était désormais zone sûre. Le garçon ne comprenait pas. Ses parents sans doute morts, comment pouvait-on lui parler de sécurité? Si la ville était sûre, allaient-ils tous pouvoir reprendre tranquillement le cours de leur vie? Y aura-t-il une place pour moi quelque part? Denzel voulut manger le petit pain. Il s'arrêta lorsqu'il découvrit la crème qui en dégoulinait. Écœuré, en colère, il lança le pain de toutes ses forces contre l'écran puis se rua dehors. Le calme régnait sur la ville, dominée par la tour Shinra. Papa est peut-être en vie, au travail, avec maman, songea Denzel. Avec cette pagaille, il doit être trop occupé pour pouvoir quitter son bureau. Ce quartier est réservé aux employés de la Shinra. Quelqu'un connaît peut-être papa. Bien que le petit garçon répugnât à parler à des inconnus, il se résolut à essayer. Il commença par sonner à la maison de droite. Personne ne répondit. La porte n'était pas fermée à clé, alors il passa la tête à l'intérieur et appela. « Bonjour !» Il attendit un instant, aucune réponse. « Arkham a dû emprunter le matelas ici, » supposa l'enfant. « Mais emprunter sans demander, n'est-ce pas du vol ?» La maison de gauche, celle d'en face et du bout de la rue, tout était vide. Il poussa même jusqu'au pavillon plus éloigné. Sur presque toutes les portes, des affichettes signalaient que les occupants s'étaient réfugiés ailleurs pour un temps, avec les coordonnées ou les contacter. Il ne restait personne. Le garçon n'imaginait plus ses parents retranchés au bureau d'Abel. Il aurait forcément rejoint. Même si son père ne pouvait pas, sa mère au moins serait venue. Il ira dans le quartier, tour à tour, nourrissant puis abandonnant tout espoir. Quand il s'arrêta, il était bel et bien perdu, incapable de se souvenir du chemin qu'il avait emprunté. Il fondit en larmes, plus par colère que par tristesse. Il s'assit à même le sol. Sous ses fesses, un objet dur, une petite maquette d'un aéronef de la Shinra, sans doute égaré par un enfant. Il le ramassa et la jeta violemment au loin. « Je vous déteste tous !» Un bruit de verre brisé retentit, suivi d'une voix. « Qui a fait ça ?» Avant que Denzel ne comprenne ce qui se passait, une vieille dame surgit de la maison d'en face. Peut-être n'était-elle pas si vieille, mais Denzel avait du mal à évaluer l'âge des femmes. « C'est toi qui as brisé ma vitre ?» L'irritation se lisait sur son long visage, tanné par le soleil. Elle lança la maquette à Denzel qui acquiesça. « Pourquoi ?» Elle s'interrompit net. « Tu pleures ?» Denzel secoua la tête pour nier. Cependant, il ne pouvait dissimuler ses larmes. « Où se trouve ta maison ?» Exaspéré de ne pas savoir répondre, il sentit ses sanglots redoubler. « Allez, entre chez moi un instant. » Le pavillon de Madame Ruvy se révéla bien plus confortable que celui de Denzel. Un papier peint fleuri ornait les murs, et des motifs similaires décoraient le canapé et les coussins. Dans les vases, les bouquets étaient artificiels, mais semblaient respirer le calme et la douceur. Denzel s'installa dans le canapé pour observer la vieille femme recouvrir le carreau cassé avec un sac plastique. « Quand mon fils rentrera, je lui demanderai de le réparer. Mais en attendant, ça fera l'affaire. Je suis vraiment désolé. Dans d'autres circonstances, je t'aurais attrapé par la peau du cou et traîné à grands cris jusqu'à chez tes parents. Hein. Papa et maman, ils n'ont tout de même pas fui sans toi. » Ils étaient dans le secteur 7. Madame Ruvy quitta la fenêtre qu'elle tentait de colmater, vint s'asseoir près de Denzel et le prit dans ses bras. Quand le garçon fut calmé, elle lui proposa de sortir. « Viens, nous allons chercher ta maison. » Ils marchèrent main dans la main. Depuis l'âge de 6 ans, Denzel ne donnait plus la main à ses parents dans la rue. Il avait trop honte. Mais à cet instant précis, pour rien au monde, il n'aurait voulu lâcher les doigts de la vieille dame. Selon toute apparence, les employés de la Shinra étaient retranchés au siège de la compagnie, occupés à rétablir la situation, alors que leur famille s'était réfugiée à Junon, au Costa del Sol. Si Madame Ruvy était partie, elle aurait dû le faire seule. Elle avait préféré rester chez elle. Ils trouvèrent bientôt la maison de Denzel. « Merci beaucoup, et encore pardon pour la fenêtre. » Elle acquiesça en silence. Lorsque l'enfant ouvrit la porte, elle le suivit pour inspecter l'intérieur. « Que comptes-tu faire dans un logement vide ? Allez, tu seras mieux chez moi. » Denzel s'installa donc chez la vieille dame. Dès l'explosion du réacteur numéro 1, elle s'était doutée que la situation empirerait et avait donc stocké de la nourriture en prévision.
Au fond du jardin, l'abri débordait de boîtes de conserve. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Les journées de Madame Ruvie étaient bien remplies. Il fallait entretenir l'intérieur comme l'extérieur de la maison, préparer le repas et coudre des vêtements. Denzel l'aidait pour tout, excepté la couture. Le soir, avant de se coucher, il lisait. La vieille dame compulsait un gros ouvrage d'apparence rébarbative. « C'est intéressant ?» demanda-t-il une fois. « Pas le moins du monde !» Elle avait commencé à consulter le volume qui appartenait à son fils plus de 5 ans auparavant, afin de mieux comprendre le travail qu'il effectuait. Dans un grand éclat de rire, elle lui assura que le livre faisait un excellent somnifère. Madame Ruvie prêta au garçon une encyclopédie illustrée des monstres. « Ça te sera toujours utile !» lui affirma-t-elle. Ce livre aussi était à son fils, qui avait l'habitude de se plonger dedans lorsqu'il avait l'âge de Denzel. On y trouvait des illustrations en couleur et des explications sur les différentes créatures. Toutes les pages comportaient le même conseil. Si tu rencontres un monstre, sauve-toi vite et préviens un adulte. Et si Denzel reconnaîtrait un monstre maintenant, devrait-il prévenir Madame Ruvie? Elle n'a pas l'air de pouvoir se battre, alors serait-ce à moi de le faire? Est-ce que j'en serais capable? Pourrais-je gagner? Non, c'est sans doute perdu d'avance. Je ne sers à rien, c'est pour ça que mes parents m'ont abandonné. Les rayons du soleil tapaient de plus en plus fort sur le ciel de Johnny, et Denzel transpirait. Quelle chaleur, hein. On peut pas avoir un peu d'eau? Demanda Rive au barman. Denzel sortit un mouchoir pour s'éponger le front. Un joli motif, hein, remarqua Rive. Mais plutôt féminin. Oui, c'est vrai. Le garçon contempla le carré de tissu dans sa main. Un matin, au réveil, Madame Ruvie lui avait présenté une chemise. Mais ça, je l'ai faite pour toi, mais je n'avais que ce motif sous la main. L'étoffe était blanche, parsemée de petites fleurs roses. En temps normal, jamais Denzel n'aurait accepté un tel vêtement. Ce jour-là, il l'enfila avec bonheur. Comme il me restait du tissu, je t'ai aussi confectionné ça. Elle sortit des mouchoirs taillés dans la même étoffe à fleurs. Il devait lui en rester beaucoup, car la pile était conséquente. Denzel en prit un, le plia et le fourra dans la poche arrière de son pantalon. Et maintenant, comment te dire Denzel se raidit. Qu'allait-elle lui annoncer? Les mots qu'il redoutait le plus d'entendre s'imposèrent à son esprit. « Pars de chez moi !» Il ne se rendit compte qu'il tremblait de peur. « Sortons !» Elle gagna le jardin par la porte de derrière. Il hésita, puis la suivit sur l'épaisse couche de terre. Madame Ruvie contemplait le firmament. Il imita. On aurait dit qu'un trou noir s'était ouvert au zénith. Une sinistre vision. En journée, le ciel se devait d'être bleu et blanc, estimait Denzel. Toute autre couleur lui inspirait tristesse ou inquiétude. « Je n'y connais rien, » commença Madame Ruvie, « mais on l'appelle le météore. On dit qu'il va venir frapper notre planète et tout détruire. » Elle attrapa 2 boîtes de conserve dans sa réserve et les tendit au garçon. « Comment prévenir un événement pareil ?» murmura-t-elle. Ce jour-là, elle ne fit rien, ni ménage, ni couture. Elle resta la journée entière sur le canapé, perdue dans ses pensées. Elle téléphona à plusieurs reprises, mais n'obtint jamais personne au bout du fil. Elle tentait de joindre son fils, supposa Denzel. Pendant ce temps, le garçon nettoya la maison et s'occupa du jardin. Il ne parvenait pas à se représenter la collision du météore. Une question plus importante occupait son esprit. Cependant, il n'osait pas la poser. Lorsque le soleil se coucha, Madame Ruvie sembla enfin quitter le pays des songes et revenir à la réalité. Elle commença à faire le ménage. « Voyons Denzel, ce n'est pas ainsi qu'on fait. Tu n'as donc rien appris avec moi ?» Madame Ruvie était de retour. Ce soir-là, tous deux s'installèrent dans le canapé pour lire leurs ouvrages habituels. « J'ai l'intention d'attendre la fin ici, » commença la vieille dame sans lever la tête de son épais volume. « Si la planète est détruite, ce sera partout pareil de toute façon. Mais toi, qu'as-tu envie de faire? Si tu souhaites te rendre quelque part, tu peux partir et emporter des provisions. Tu as beau n'être encore qu'un enfant, tu as le droit de choisir où tu passeras les derniers instants de ta vie. » Denzel prit le temps de réfléchir aux paroles de son ami. Puis, il posa la question qui toute la journée lui avait brûlé les lèvres. « Je peux rester ici ?» Madame Ruvie quitta son livre des yeux et lui confirma d'un sourire. Dans les jours qui suivirent, elle reprit ses habitudes. À une exception près. Elle cessa d'entretenir l'extérieur de la maison. Cette tâche incomba désormais à Denzel. Des travaux avaient commencé dans le secteur 8. En un temps record, une colonne métallique aussi haute que la tour Shinra fut érigée
Puis on installa un canon à son sommet. Denzel annonça à Madame Revie que la compagnie allait les débarrasser du météore. « Vraiment ? Je l'espère. Mais à un moment ou à un autre, cette entreprise commet toujours une erreur, répondit-elle d'une voix triste. En fin de compte, le canon tirera un seul coup. Denzel ne sut pas sur quoi, puis s'effondra. Juste après, la tour Shinra fut attaquée et son sommet s'écroula aussi. Le garçon se demanda quel monstre pouvait bien en être responsable. Il ne parvenait pas à imaginer une créature capable de détruire un immeuble, mais renonça à interroger Madame Revie à ce sujet. Le météore déchirait toujours le ciel. Un peu partout sur la planète, le tumulte régnait. Pourtant, Denzel coulait des jours paisibles. Bien sûr, ses parents lui manquaient et parfois il ne parvenait pas à retenir ses pleurs. Mais dans les bras de Madame Revie, il finissait toujours par se calmer. Si tout s'arrête alors que nous dormons côte à côte, ce ne sera pas si mal, se disait-il de temps en temps. Le météore ne priva pas Denzel de cette vie paisible. Un torrent furieux s'en chargea. La rivière de la vie était une puissante énergie vitale émise par la planète. Elle détruisit non seulement l'astéroïde, mais aussi de nombreux êtres humains. Le jour où leur destin bascula, l'enfant et Madame Revie venaient de se coucher et cherchaient le sommeil. Dehors, on entendait de violents coups de vent trop bruyants pour être de simples bourrasques. Puis, la maison commença à vibrer. La fin était proche. Pourvu que tout se termine vite, songea le garçon. Cependant, plus les minutes passaient, plus les murs tremblaient. Loin de s'apaiser, le souffle se mua en vacarme, comme si un train lancé à pleine vitesse passait à côté d'eux. Les yeux fermés, blottis contre Madame Revie, Denzel endura cette épreuve en silence, mais seulement un court instant. « J'ai peur !» La vieille dame se leva. Elle allait allumer une lampe quand une violente lumière blanche perça les rideaux à fleurs pour baigner la pièce tout entière. « Cache-toi sous les couvertures !» ordonna Madame Revie. Elle quitta la chambre. Les secousses se faisaient de plus en plus fortes et le bouquet artificiel posé sur la commode tomba par terre. Denzel sauta hors du lit à la poursuite de son amie. Elle contemplait la fenêtre du salon, celle dont Denzel avait cassé le carreau. Le sac, qui avait servi à colmater la brèche, était désormais si gonflé qu'il semblait sur le point d'exploser. Madame Revie s'en approcha et y posa les deux mains pour les maintenir en place. « Retourne dans la chambre !» Denzel tremblait, planté au milieu du sol, ses jambes comme enracinées dans le sol. « C'est moi qui ai cassé cette vitre. À cause de moi, un événement terrible va se produire, j'en suis sûr. » La vieille dame quitta la fenêtre pour s'approcher du garçon. Il voulut se réfugier dans les bras de son ami, mais elle le repoussa sans ménagement dans la chambre. Au même instant, le plastique céda et un ray de lumière aveuglante pénétra dans la maison. Avec un cri, Madame Revie claqua la porte au visage du garçon. « Non !» Il tenta de l'ouvrir. « Arrête ça, Denzel !»« Non, je ne veux pas !» protesta-t-il. Il s'acharna sur la poignée, qui finit par céder. Debout, pieds écartés, bras tendus dans l'encadrement de la porte, Madame Revie lui tournait le dos. « Referme-la tout de suite !» Au-delà de la vieille dame, plusieurs rayons éblouissants rebondissaient sur les murs du salon. On aurait dit qu'un serpent de lumière se débattait dans la pièce. « L'encyclopédie des monstres ne mentionne pas celui-là, » songea le garçon. « Je dois m'enfuir et prévenir un adulte. Non, ici, c'est à moi de l'affronter. » À cet instant, la lumière frappa Madame Revie de plein fouet. Denzel entendit un bref gémissement. Les rayons se transformèrent en fines cordes lumineuses qui se faufilèrent aussitôt entre le corps de la vieille dame et le mur, pour pénétrer dans la chambre. Madame Revie s'effondra sur place, et Denzel fut projeté en arrière. Il perdit connaissance. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Quand je suis revenu à moi, l'intérieur de la maison était dévasté. Madame Revie gisait à terre. Je l'ai appelée. Elle a entrouvert les yeux et répondu « Tu vas bien, tant mieux » d'une toute petite voix. Quand je lui ai tendu la main, elle l'a prise, mais la force lui manquait. Elle a murmuré que les mains de son fils étaient devenues trop grandes pour qu'elle puisse les tenir dans les siennes. Elle semblait heureuse que je sois un enfant. Puis elle a demandé comment c'était dehors. Je ne voulais pas la laisser seule. Malgré tout, je suis sorti. Le jour s'était levé, et là aussi le chaos régnait. Tête baissée, Denzel continua son récit. Rive l'écoutait les yeux fermés. Le garçon se tenait à présent face à la maison. Les fenêtres avaient perdu leurs carreaux, comme celles des autres pavillons. Certains bâtiments n'avaient plus de toit, d'autres étaient éventrés. En fin de compte, c'est pareil. Même si je n'avais pas cassé cette vitre, le résultat serait le même. Cette pensée le mit en colère. Madame Revie s'est sacrifiée pour me protéger, et moi je fais comme si tout cela ne me concernait pas.
Quand il rentra, la vieille dame semblait dormir paisiblement. Soudain, inquiet, Denzel lui secoua la tête. « Madame Revie ?» Aucune réaction. « Madame Revie ?» Cette fois, il la secoua plus fort. Un liquide sombre s'écoula de la commissure des lèvres de la femme inconsciente, tel un sinistre présage. Il essuya en toute hâte, mais le même fluide noir suintait aussi entre ses cheveux gris. L'enfant sentit l'angoisse l'étreindre. Il tourna les talons et s'enfuit de la maison. « Papa, maman, aidez-moi » hurla-t-il. Il appela l'un après l'autre tous les noms qu'il connaissait, puis seules les larmes lui restèrent. « Ne pleure donc pas comme ça. » Une grosse main redressa le menton de Denzel. Face à lui se tenait un homme grand à la moustache bien fournie. Derrière l'inconnu, une camionnette dont la plateforme arrière accueillait une dizaine de personnes stationnées. « Qu'est-ce que tu fiches là, alors que la télé a ordonné de se réfugier dans les taudis ? Si je ne donne pas la bonne réponse, je vais me faire terriblement gronder, songea Denzel. « On ne regardait pas la télévision, avoua-t-il dans un sanglot. « Incroyable! Je ne savais pas, je pensais que tout irait bien. Ils n'ont que ces excuses à la bouche. » À bord du véhicule, les passagers affichèrent un air contrit. « Alors, où est ta famille ? Madame Revie est à l'intérieur. » Il s'appelait Gasquin. Lui et les autres enterrèrent Madame Revie dans le jardin, derrière la maison, avec le livre de son fils et son nécessaire à couture. Tout le monde s'est étonné de trouver une couche de terre si épaisse. Il paraît que d'habitude on tombe tout de suite sur la plaque. Elle souhaitait peut-être faire pousser des légumes, les personnes âgées venues de la campagne le font souvent. « Des fleurs, je pense, » répliqua Denzel, les yeux fixés sur son mouchoir. L'intérieur de la maison regorgeait d'imprimés fleuris et de bouquets artificiels. Je crois qu'au fond, elle voulait de vraies plantes. Elle vivait à Midgard pour son fils, qui travaillait à la Shinra. Mais à mon avis, elle aurait aimé habiter à un endroit avec de la terre pour faire pousser des... Mais je m'égare, je suis désolé. Rive acquiesça sans un mot. La camionnette dans laquelle Denzel avait pris place finit par s'arrêter devant une gare. D'après Gasquin, des trains en destination des taudis en partaient. Le trafic est interrompu. Il y a peu d'espoir qu'elle reprenne. Cependant, avec un peu de chance, les voies continuent jusqu'au niveau du sol. On devrait pouvoir descendre à pied. « C'est dangereux de rester à Midgard ?» demanda quelqu'un. « Je n'en sais rien, mais il est plus prudent de partir, non ?» répondit Gasquin. Il s'adressa alors à Denzel. « Ne glisse pas, personne n'a de temps à perdre, c'est chacun pour soi. » Puis, ayant déposé ses passagers devant la gare, où une petite foule s'était amassée, il fit faire demi-tour à la camionnette. La lumière blanche avait touché tout Midgard. Les habitants fuyaient, certains après avoir perdu leur maison, d'autres par crainte que les rues ne s'effondrent. Pourtant, nombre d'entre eux hésitaient à s'engager à pied sur les voies. Personne ne se réjouissait de la disparition du météore, mais beaucoup se plaignaient des consignes d'évacuation mal diffusées. Heureusement, papa n'est pas là pour entendre ça. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au quai, puis suivirent le flot de réfugiés qui descendaient sur les voies. Le garçon ignorait ce qui les attendait, mais il se fiait à Gasquin, tout simplement parce que personne d'autre ne lui disait quoi faire. La voie était construite sur des colonnes métalliques. Entre les rails et les traverses, on distinguait le sol loin en contrebas. « Si je tombe, rien ne pourra me sauver. » Il s'y engagea avec précaution. La descente en colimaçon autour du haut pilier promettait d'être longue et fastidieuse. Concentré sur ses pas, afin d'éviter de glisser, il finit par ne plus penser à rien. Il se trouva soudain bloqué. Devant lui, les adultes s'étaient arrêtés. Un embouteillage se formait. Denzel fendit la foule pour découvrir un garçon d'environ 3 ans, assis sur la voie, les jambes dangereuses pendues dans le vide. Quelqu'un adressa la parole au garçonnet. « Où est ta maman ?» L'enfant fondit en larmes, hurlant « Maman !» Puis se pencha au-dessus du gouffre. Denzel se précipita pour le retenir par le bras. Il entendit les adultes grommeler. « Il est foutu, ce gosse !» lança l'un d'entre eux. « Ne le touche pas, c'est contagieux! Dégagez le passage !» Denzel n'y comprenait rien. Faute de mieux, il enserra le petit garçon par les hanches, le traîna et le déposa sur une des plaques métalliques qui fixaient les rails au pilier. « Pourquoi personne ne vient m'aider ?» Il en comprit la raison lorsqu'il découvrit le dos de l'enfant noir et poisseux. La voie désormais libre, les réfugiés se remirent en marche. Le petit garçon sanglotait. « Maman, j'ai mal !» Denzel se souvint de l'avertissement d'un adulte. L'affection était contagieuse. Une soudaine colère contre le malade le saisit. Mais le souvenir de Madame Revie s'imposa à lui. À quel point la vue du liquide noir l'avait dégoûté.
comment il avait pris peur et abandonné son ami. La culpabilité remplaça la fureur. Il allait prendre soin de ce garçon. Pour se racheter, pour que Madame Ruvie lui pardonne, il s'accroupit à côté de l'enfant. « Où est-ce que tu as mal ?»« Derrière, aïe !»« Ton dos te fait souffrir ?»« Oui !» Avec précaution, il posa la main contre la colonne vertébrale du garçonnet. Quand Denzel avait mal au ventre, sa mère le massait et la douleur disparaissait. Pareil quand il se cognait quelque part. « Peut-être que moi aussi, je peux utiliser la magie de maman. » Il commença à caresser le dos de l'enfant, en tenant d'ignorer le liquide noir et visqueux. Au début, le garçonnet semblait toujours souffrir, mais il finit par s'endormir. Durant 3 heures, peut-être plus, Denzel le massa. Les personnes qui passaient devant eux ne leur accordaient pas un regard. « Il est mort maintenant, tu sais. » Il releva la tête. Une femme aux traits tirés, un bébé ficelé contre sa poitrine, s'était arrêtée à son niveau. Transpirant sous 3 couches d'habits, une fillette du même âge que Denzel lui donnait la main. Elle désigna la chemise à fleurs. « On dirait un vêtement de fille. C'est trop bizarre. On y va, maman ?» Sans répondre, sa mère lui retira une veste bleue des épaules et la tendit à Denzel. « Tiens, mets-lui ça. »« Je la lui donne ?» ajoute l'enfant. « C'est celle de ma sœur. Elle est trop grande pour moi. » Denzel baissa les yeux vers le garçon qui s'était endormi, recroquevillé à ses côtés. Il ne l'entendait plus respirer. Une immense fatigue l'accabla. La petite fille prit la veste des mains de sa mère pour en recouvrir le corps du garçonnet. « Il est avec ma sœur maintenant, » déclare-t-elle. « Merci. » Prononcer ce simple mot laissa Denzel à bout de force. Déjà, la femme s'était remise en marche. La fillette la rejoignit et saisit sa main. Leurs doigts étaient noirs. Denzel contempla l'enfant qui s'éloignait. Elle portait un sac à dos orné d'un dessin de chocobo. Allons-nous mourir, en pleurant de douleur dans une flaque sombre et visqueuse? La maladie va-t-elle se répandre? Allons-nous tous mourir? À cette époque, on ne comprenait encore rien aux géostigmates, déclara Rive. Les personnes touchées par la rivière de la vie sécrétaient une humeur noire puis décédaient. On n'en savait pas plus. Selon la rumeur, la maladie pouvait se transmettre par simple contact. Alors qu'en fait, c'est la pensée de Genova, mêlée à la rivière de la vie qui... Non, connaître ce mécanisme n'aurait sans doute rien changé. En effet, surtout pour des enfants. L'homme confirma d'un signe de tête. Sur la voie ferrée, j'avais hâte de devenir adulte, afin de mieux comprendre ce qui se passait autour de moi. Une fois parvenu en bas, dans les taudis, Denzel laissa son regard errer sur les réfugiés. Il descendait de la plaque et continuait à marcher droit devant eux, comme si s'arrêter signifiait la fin de tout. Lui aussi devait avancer, pensa-t-il. Cependant, il n'avait pas renoncé à l'espoir de retrouver un visage connu près de la gare. Il restait indécis, tiraillé entre 2 élans contraires, mais une faim insoutenable le poussa à agir. Il tournait dans le quartier à la recherche de nourriture quand il remarqua un amoncellement de bagages en retrait de la rue. Plus loin encore, un groupe s'affairait à creuser le sol. Le vent portait une odeur nauséabonde. Un homme s'approcha. Sur une épaule, il charriait le corps d'une jeune femme, qu'il fit descendre doucement au fond du trou. Un cimetière apprivoisé. Denzel se détourna de la scène. Il s'éloignait à pas rapide quand il remarqua dans le tas de bagages un sac d'aspect familier, orné d'un dessin de chocobo. Sous le coup d'une impulsion, il l'ouvrit. À l'intérieur, des biscuits et du chocolat. Il repensa à la petite propriétaire du cartable. Elle n'était plus. « Mange !» ordonna une voix. Gasquin, l'homme que Denzel espérait retrouver. « Tu as peur d'attraper la maladie ? Cette histoire de contagion, ce n'est qu'une rumeur. Peut-être est-elle vraie, mais on n'en sait rien. Pour le moment, ce sont des ragots. Cependant, une chose est sûre, si tu n'avales rien, tu mourras. Quitte à crever, mieux vaut le faire le ventre plein, tu ne crois pas ?» Sur ces paroles, l'homme plongea la main dans le sac à dos, attrapa un biscuit et l'engloutit aussitôt. « Délicieux, encore frais. Si personne ne les mange, ils vont moisir. Allez, ne les gaspille pas. » Denzel obéit et prit un gâteau. Le sucre le réconforta. Il se retourna vers le cartable de la fillette. « Merci. » Gasquin ébouriffa ses cheveux, comme Abel avait l'habitude de faire. « Il ne ressemble pas du tout à papa, » songea le garçon. Et pourtant, c'est le même geste. En fin de compte, il vécut là pendant 1 an. Son premier travail consista à fouiller les bagages abandonnés à l'affût de nourriture. Il se fit rapidement des camarades, tous orphelins comme lui. Gasquin aussi trouva de nouveaux compagnons, une bande d'imbéciles, d'après lui incapables de réfléchir une seconde et de tenir en place. Dans un premier temps, ils se chargèrent d'enterrer les cadavres. Parfois, Denzel se surprenait à rire.
Il lui semblait même pouvoir redevenir comme avant. Mais au bout de 3 semaines, le nombre de réfugiés descendus de Midgard diminua, et plus personne ne vint mourir d'épuisement dans le quartier de la gare. Le groupe de Gasquin n'aurait bientôt plus rien à faire là. Désormais, la peur de l'avenir tenait le garçon éveillé durant la nuit. C'est à cette époque que les orphelins virent arriver un inconnu qui semblait chercher un objet particulier. Au bout d'un certain temps, il s'approcha des enfants. « Il me faut des tuyaux en fer, le plus possible !» Denzel et ses compagnons se mirent en quête de débris de plomberie. Les ruines du secteur 7 effondrées n'en manquaient pas. L'homme les remercia et repartit bientôt avec le matériel qu'il était venu chercher. Par la suite, il revint souvent les voir. Dès sa 3e visite, d'autres inconnus l'accompagnaient. À l'est de Midgard, il bâtissait à présent une nouvelle ville et avait besoin de matières premières. Les enfants seraient payés en nourriture. Le groupe des orphelins prit le nom des ferrailleurs du secteur 7. Les commandes ne manquaient pas. Fiers de travailler et de gagner leur vie comme des adultes, ils étaient heureux de leurs conditions. Certains soirs, quand Denzel pensait à ses parents, il lui arrivait de pleurer, mais il trouvait le soutien dont il avait besoin auprès de ses camarades. Après tout, ils partageaient une communauté de destin, comme ils aimaient le répéter. Mais à la vérité, le destin ne les liait pas avec autant de force qu'ils le croyaient. Ce matin-là, lorsque Gasquin réunit les ferrailleurs, il s'adressa aux adultes aussi bien qu'aux orphelins pour leur proposer de déménager et de prendre part à la construction de la nouvelle cité. Quand tous eurent donné leur accord, un enfant intervint. « Tu ne te sens pas bien, Gasquin ?» Pendant le débat, leur chef avait commencé à se masser la poitrine. « Pas trop, » répondit l'homme. Il déboutonna sa veste pour révéler une chemise trempée d'humeur noire. Gasquin mourut 1 mois plus tard. Tous ensemble, nous avons creusé sa tombe dans un endroit à l'écart. Les meilleurs partent toujours en premier, n'est-ce pas? Rive opina d'un léger signe de tête. Denzel porta la tasse de café à ses lèvres. Il détestait ce breuvage amer, mais espérait y prendre vite goût. Les adultes levèrent le camp comme convenu, mais une vingtaine d'enfants restèrent pour fouiller les décombres. Les petits ferrailleurs savaient que la nouvelle vie nommée Edge se développait avec une belle vigueur. Ils entendirent parler de l'ouverture d'un orphelinat. Mais en travaillant ici, ils participaient à l'effort collectif et gagnaient leur vie sans avoir besoin que d'autres prennent soin d'eux. Ils ne voyaient donc aucune raison de quitter leur territoire. Certains trouvaient même honteux d'être appelés orphelins et placés dans une institution. Cependant, la construction de la ville prenait un tour nouveau sans se soucier de la fierté de quelques enfants. Arrivés de toutes les provinces, des engins de terrassement occupaient désormais un rôle central dans les travaux. Alors que les ferrailleurs du secteur 7 devaient rassembler toutes leurs forces pour transporter une petite poubelle, une grue soulevée et déplacée d'un bloc une maison. Un orphelin quitta le groupe, puis un deuxième. Jusqu'au soir où Denzel compta ses compagnons. Lui compris, il n'était plus que 6, et tous avaient le ventre vide. La dernière fille présente leur déclara qu'elle avait elle aussi décidé de se rendre à Edge. Denzel étouffa d'un petit rire. « Qu'y a-t-il » demande Rive. Son visage affichait une expression étrange. « Je les détestais. Les autres garçons traitaient les filles de boulets et pourtant, ils voulaient toujours intégrer leur groupe. Or, à moins de 10 personnes, le travail s'avérait déjà assez difficile sans ces histoires. Hein. » Rive sourit. « Mais maintenant, je comprends. En fait, à cette époque, je commençais tout juste à pouvoir exprimer ma colère quand quelque chose d'aussi commun arrivait. Tu devrais peut-être remercier cette jeune fille. Elle ne peut plus m'entendre. » Quand Denzel se réveilla le lendemain, les ferrailleurs se résumaient à lui-même et à un adolescent nommé Rick. « Très bien, on va pouvoir se concentrer sur les vis et les ampoules, » s'éclaffa Denzel. « On ne fera pas fortune avec ça, hein ?» répond Rick avec un grand sourire. « Je pars nous trouver le petit déjeuner. J'en profiterai pour chercher du travail. »« Attends 2 secondes !» Rick fit quelques pas jusqu'à l'endroit où les ferrailleurs dissimulaient leur coffre et l'ouvrit. « Hé, ils nous ont tout braqué !» Les autres ne leur avaient abandonné qu'un peu de monnaie, même pas de quoi s'acheter un morceau de pain. Sous le choc, les 2 garçons se laissèrent glisser au sol sans un mot. Puis Rick brisa le silence. « Il ne nous reste plus qu'à partir pour Edge. Hein. Là-bas, ils distribuent des repas gratuits. Tu t'avoues vaincu ?»« Vaincu ? C'est toujours mieux que mort de faim. » Soudain, Denzel se souvint des paroles de son père. « On n'a qu'à manger des rats. »« Pardon ? Dans les taudis, tout le monde est pauvre, alors qu'ils se nourrissent de rats, gris et répugnants. On est dans les taudis, hein, et on n'a plus d'un sou. Hein. Tu es sérieux ? Oui, je vais chasser le rat et devenir un vrai gamin des taudis. » Rick se releva lentement, puis épousseta sa chemise et son pantalon.
Denzel se leva à son tour. Il balaya les décombres du regard. « J'ai besoin d'une piqûre. »« Débrouille-toi tout seul, moi je suis un gamin, des taudis, depuis ma naissance. » Denzel réalisa son erreur et tenta de se rattraper. « Je l'ignorais. Si tu l'avais su, qu'est-ce que ça aurait changé? T'aurais pas voulu me parler? »« Mais si. Permets-moi d'en douter, hein, monsieur le snob de la plaque. »« Rick, laisse-moi te dire une chose. Ici, grâce aux eaux polluées que vous nous avez balancées sur la tête, les rats sont porteurs d'une terrible bactérie. Personne ne mange ces bestioles, » conclut l'adolescent avant de le planter là. Denzel poussa un soupir amer. Je n'ai pas tenté de le rattraper et je n'avais aucun espoir qu'il me pardonne. Pourquoi pas? Il avait raison, j'étais un enfant de la plaque, je pouvais vivre autour de la gare et dans les décombres familiers du secteur 7, mais il m'était impensable de m'aventurer plus loin. Au fond, si je répugnais à rejoindre Edge, c'était sans doute par crainte de n'y retrouver qu'une autre forme de taudis, aussi pauvre et dégoûtant. Qu'est devenu Rick? Il va bien, mais il refuse toujours de m'adresser la parole. Ce n'est pas grave, tant qu'il a envie, tout reste possible. Denzel affûta l'extrémité d'un bâton et se mit en chasse, déterminé à tuer un rongeur et à le consommer. « Papa, personne ne mange du rat, mais moi, j'ai bien l'intention d'y goûter. Je n'ai ni travail ni argent, je suis un gamin du secteur 7. Ici, c'est pire que dans les taudis. On n'a pas le temps de grandir. » La solitude lui avait ôté toute volonté de survivre. Il était retombé dans le même état d'esprit qu'au moment de l'effondrement de la plaque. Cependant, à l'époque, ses parents, Arkham, Madame Ruvie, Gasquin et les ferrailleurs l'avaient soutenu. Il ne croyait désormais plus possible de rencontrer quelqu'un comme eux. Il ne pensait plus jamais pouvoir sourire. Et à quoi bon? Une vie sans rire, n'est-ce pas, maman? Mais les rats bourrés de terribles bactéries vont me sortir d'affaire. « Tu es dingue ou quoi ?» s'exclama Johnny, qui s'était approché à pas de loup pour écouter la conversation. « J'étais dans cet état d'esprit à l'époque, mais je faisais erreur, après tout, je suis ici aujourd'hui. »« C'est vrai, » dit le barman, « car à ce moment-là, j'ai fait la plus belle des rencontres. Pas un seul rat à l'horizon. Au cours de sa chasse infructueuse, Denzel s'était égaré jusque sous le secteur 5. Devant la porte d'une église en partie effondrée, il remarqua une moto. Jamais il n'en avait vu de pareille. Mais c'était surtout ce qui pendait au guidon du véhicule qui attira son attention. Un téléphone portable. Il sourit. « Je vais l'emprunter un instant, si seulement il pouvait fonctionner. » Il s'approcha pour saisir l'appareil. Il composa le numéro de chez lui et se représenta en même temps un combiné sonnant quelque part sous les décombres. « Les lignes du secteur 7 sont toutes déconnectées, » déclara une voix. Lorsqu'il travaillait avec les ferrailleurs, Denzel tentait de retrouver ses parents sans succès. Il les supposait coincés sous un monceau de gravats. Il n'entretenait plus l'espoir qu'ils aient survécu au désastre. « Les lignes du secteur 7 sont toutes déconnectées. » Le téléphone, toujours collé à l'oreille, le garçon leva les yeux. D'où il était, il voyait les dessous de la plaque du secteur 5. Il prit conscience que Madame Ruvie reposait quelque part par là. « Je me trouve sous sa tombe. Pas étonnant que je sois si triste. »« Les lignes du secteur 7 sont toutes déconnectées. » Il raccrocha. Denzel songea un instant à jeter le téléphone par terre, mais y renonça. Il préféra l'utiliser encore une fois. Il tenta de se souvenir du numéro de Madame Ruvie avant de se rendre compte qu'il ne l'avait jamais connue. Puis, pris une inspiration subite, il afficha l'historique des dernières communications et cliqua sur le correspondant le plus récent. La tonalité retentit. Presque aussitôt, quelqu'un décrocha. « Tu n'appelles pas souvent, Cloud. Tout va bien ?» demanda une voix féminine. L'enfant demeura silencieux. « Cloud ?»« Non, ce n'est pas lui. »« Qui est à l'appareil? C'est bien le téléphone de Cloud ?»« Je ne sais pas. »« Qui êtes-vous ?»« Je ne sais pas, je sais plus ce qu'il faut faire. La voix du garçon se brisa. « Tu pleures ?» Il n'avait pas remarqué les larmes qui roulaient sur ses joues. Il esquissa un geste pour les essuyer. À l'instant où il fermait les yeux, une violente douleur lui transperça le front. Son corps se raidit. Il laissa tomber le téléphone et, la tête entre les mains, s'accroupit. Sur ses pommes, il sentit un liquide visqueux. « Je ne veux pas mourir !» Le cri resta bloqué au fond de sa gorge. Il avait trop mal pour hurler. Il se contenta de prier en silence, mais de toute son âme. « Faites que ce ne soit pas noir, pas noir !» Il rassembla ses forces pour ouvrir les yeux. Ses mains avaient la couleur de l'encre. Je me souviens pas de ce qui s'est passé après. J'ai recouvré mes esprits dans un lit. Tifa et Marlène veillaient sur moi. La suite, vous la connaissez, n'est-ce pas? Plus ou moins. J'ai survécu grâce à de nombreuses personnes. Mes parents, Madame Ruvie, Gasquin, les ferrailleurs. Certaines sont en vie, d'autres non. Maintenant, Tifa, Cloud et Marlène prennent soin de moi. Rive hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. Je veux devenir comme eux.
Cette fois, c'est à mon tour de protéger ceux qui en ont besoin. L'homme ne répondit rien. Acceptez-moi dans la WRO, lança Denzel penché vers son interlocuteur. Hors de question, intervient Johnny. Toi, ne te mêle pas de ça. Tu n'es qu'un gamin. Quel est le rapport? La WRO ne recrute que des personnes majeures, affirma Reeve. Ah, tu vois bien. Vous auriez pu me le dire dès le début, objecta le garçon soudain maussade. Non, car je viens tout juste de prendre cette décision en écoutant ton récit. Il y a certaines missions que seuls les enfants peuvent accomplir. Je veux que tu t'y consacres. Comme quoi? Redonner courage aux adultes. Denzel attendit une suite à cette étrange déclaration, mais Reeve se leva. Leur entretien était terminé. Ah, une dernière chose, reprit l'homme. Le garçon redresse la tête, le visage éclairé par l'espoir. Merci d'avoir veillé sur ma mère. Reeve tira de la poche arrière de son pantalon un morceau de tissu. Il l'agita pour le déplier et révéler un motif à petites fleurs. Puis, il s'en alla. Bien que Johnny commençât à débarrasser leur table, Denzel ne bougea pas. Il gardait les yeux fixés sur son mouchoir. Le barman cessa d'astiquer le métal. Tu sais, si tu désires te battre, c'est toujours possible. Pas besoin de la WRO pour ça. Pourquoi tiens-tu autant à l'intégrer? Cloud. Quoi, Cloud? C'est son passé militaire qui l'a rendu si fort. Je veux être comme lui. Je crois que les temps changent. Qu'est-ce que tu veux dire? L'ère des guerriers révolue. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des individus capables de soulager la douleur des autres. Ceux-là seront populaires. Je me fiche de la gloire, répliqua l'orphelin d'un ton glacial. Pourtant, l'image de toutes ces mains qu'il avait soutenues au cours de sa vie lui revint à l'esprit. Elles appartenaient à des hommes et à des femmes, à des adultes comme à des enfants. À cet instant, il découvrit la force qui animait chacune d'elles. Life Stream Black 1. L'homme savait que la rivière de la vie érodait son esprit, ses expériences, ses pensées, le souvenir de ses émotions. S'il continuait à dériver ainsi, tout ce qui faisait de lui un individu allait disparaître. Et il ne serait plus qu'une particule d'énergie parmi les milliards qui parcouraient la planète. Il ne pouvait pas le permettre. Il était fait pour contrôler ce monde. Devenir un élément d'un système constituerait le pire des échecs. Il sentait un vaste mouvement animer le courant autour de lui. La preuve d'une autre défaite. Lorsque les flots jailliraient à la surface, Cloud, qui avait déjà jeté l'homme dans la rivière à 2 reprises, serait persuadé de remporter une victoire de plus. L'homme savait qu'il pourrait rester indépendant s'il conservait une base sur laquelle fixer sa conscience. « Cloud, tu seras ce noyau, décida-t-il. Je ne t'ai pas oublié et je vais bientôt te le prouver. »